Bonjour, je suis Thierry Grillet, le directeur de la diffusion culturelle de la Bibliothèque nationale de France. Et dans le cadre du partenariat que nous avons initié avec la revue en ligne AOC, je poursuis une série d'entretiens avec des auteurs d'essais. Aujourd'hui, c'est Myriam Korishi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, metteur en scène, dramaturge, vous traduisez également, puisque vous traduisez Shakespeare. Et si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est parce que vous avez publié à la fin du mois d'avril, donc en pleine période de confinement, dans une série qu'AOC avait initiée et qui s'appelait Relire au temps du confinement, un petit essai sur A Room of One's Own, une chambre à soi de Virginia Woolf, que vous avez intitulé Confinement et chambre à soi. Alors d'abord, pourquoi avez-vous choisi, dans cette période de confinement, de parler de ce texte de Virginia Woolf? Alors, pour plusieurs raisons. Le titre m'est revenu en tête très rapidement, Une chambre à soi, et avec la différence qu'il y a entre le français et l'anglais, A Room of One's Own, comme vous l'avez dit, et la traduction tardive en français, le titre étant rendu par Une chambre à soi. Alors, comme nous étions confinés, assignés à résidence, et qu'on nous invitait à essayer en tout cas de tirer le meilleur parti de cette situation, donc c'est-à-dire de savoir demeurer en repos dans une chambre. Le titre français, mais surtout l'ouvrage de Virginia Woolf m'est revenu en mémoire. Et donc dans sa différence, donc avec la différence de sens qu'introduisait la traduction française. Donc tout de suite m'a sauté à l'esprit la différence qu'il y a à faire et qu'il est sans doute urgent de faire entre une pièce à soi et une chambre à soi. Virginia Woolf, à n'en pas douter, parle de pièce à soi et non pas de chambre à soi. Et il me semblait d'autant plus important de faire cette distinction et de la mettre en avant, publiquement surtout, dans cette période très particulière du confinement où les femmes ont été, donc comme les hommes et les enfants, assignées à résidence, mais elles particulièrement retournées à une situation donc de confinement dans une chambre, de confinement dans le domicile, où péniblement, enfin en tout cas historiquement, longuement, lentement, elles ont pu sortir. Et là, soudainement, le confinement les ramenait à cette situation d'être confinées dans une chambre. Et Virginia Woolf, dans son essai de 1929, semblait justement militer pour non pas rester ou être enfermé dans une chambre, mais pouvoir jouir d'une pièce à soi. Alors, c'est un texte qui est un texte très particulier puisque, en fait, c'est une synthèse de 3 conférences qu'elle a données dans les années, à la fin des années 20, en 29, 3 conférences autour de la littérature. D'ailleurs, elle s'en explique longuement au tout début de cet essai, une commande qui lui est faite sur la littérature et les femmes. Oui, et plus précisément, donc le sujet était imposé, c'était un sujet imposé, et le sujet était précisément les femmes et la fiction. Et Virginia Woolf, dans la première conférence, enfin ce qu'on imagine être la première conférence, qui est devenue le premier chapitre de l'essai, en fait dit sa perplexité devant un tel sujet, qui peut être traité de différentes manières, et donc elle prend tout l'espace de 6 chapitres d'un livre entier pour expliquer sa perplexité et dit d'entrée de jeu qu'elle ne va pas traiter le sujet. Non pas parce qu'il y a trop de façons de traiter le sujet, mais parce que pour elle, il semble qu'il est question qu'il faut traiter un problème au préalable, qui est
je vais résumer de manière conceptuelle, par le problème des conditions matérielles de la création. Et c'est-à-dire pour elle, et ça c'est vraiment dans le premier paragraphe, hein, c'est vraiment très rapidement, elle ne maintient aucun suspense, elle dit qu'il faut au moins 2 choses pour créer, pour être poète, pour écrire. Il faut donc, comme disaient les anciens, elle ne le dit pas explicitement, mais c'est très clair, il faut avoir du loisir, c'est-à-dire ne pas ployer sous les charges domestiques, de travail domestique, qui vous aliènent la possibilité d'un travail intellectuel, ou de développer un travail intellectuel. Il faut donc avoir du loisir, c'est-à-dire avoir une rente suffisante, donc des moyens financiers, et une pièce... 500 livres par an, dit-elle. 500 livres de rente par an pour pouvoir écrire et pour pouvoir en fait assurer une certaine autonomie et un détachement par rapport aux nécessités et aux obligations matérielles qui enchaînent non pas seulement les femmes évidemment, mais qui enchaînent l'être humain en général et qui peut le détourner d'un travail intellectuel qui demande du temps, beaucoup de travail, mais du temps libre, au sens libre en tout cas de tâches ménagères voilà, de tâches ménagères et familiales pour les femmes. Donc elle insiste là-dessus. Et elle parle son discours est vraiment adressé parce que les conférences qu'elle a été invitée à faire, elle les fait devant dans des universités de femmes. À des universités de femmes qui ont à peine 50 ans d'âge à cette époque-là. Il faut bien se rendre compte en fait de l'immense d'abord la grande nouveauté que cela consiste, en quoi consiste le fait de s'adresser uniquement à des étudiantes à une époque donc où l'université, les études, on est seulement 10 ans après le droit de vote en Angleterre. Je ne parle même pas de la France. En France, il va falloir attendre 1945. Donc je mélange à dessein politique et éducation parce qu'il s'agit vraiment de ça. Donc les femmes sont vraiment dans une très grande jeunesse à cette époque-là, 10 ans après l'obtention du droit de vote, et il y a tout à construire et notamment donc à assurer ou consolider ce terrain sur lequel se construit les assises sur lesquelles se construit l'université, l'éducation des femmes. Il y a tout à faire puisque, comme je disais à l'instant, c'est très jeune, 50 ans. 50 ans. Et donc, ce discours, ces conférences-là sont très adressées. Elles sont vraiment très... Et justement, Myriam Qureshi, 29, c'est le moment où elle a déjà publié ses grands livres. Elle est dans la force de l'âge. Hein, oui. Elle a 47 ans, 46, ouais. 48 ans. Elle a déjà évidemment... Elle fait partie de ce groupe qui s'appelle le Bloomsbury Group, qui est assez... Donc, on la sent, en fait, comment dire, on la sent au front de deux... on la sent sur 2 fronts. On la sent sur le front de la modernité littéraire de l'époque. On va pouvoir parler de monologue intérieur ou plus précisément de flux de conscience. Donc, c'est vraiment à une époque où il y a une modernité littéraire... James Joyce, oui. On est dans ce courant littéraire-là qui essaye de briser avec les canons du roman classique. Donc, la narration classique, oui. Classique, mais évidemment, en tant que femme, et venant aussi d'un milieu bourgeois, intellectuel et bourgeois, lettré, cultivé, artiste, ça n'est pas elle ni sa sœur qu'on a envoyée à l'université.
quand il s'est agi pour elle de faire ses premières armes. Donc elle sait exactement de quoi elle parle. Elle bénéficie d'un milieu et d'un naturel propre, d'un génie propre qui lui a permis de faire ses premières armes et d'être très sensible à ce qui se passait en modernité littéraire et dans la création. Mais je dirais à quel prix, c'est-à-dire qu'elle a tout de suite senti, si c'est difficile de créer et rare, elle dit c'est encore plus difficile et rare pour les femmes parce qu'elles ne sont pas seulement en but à l'indifférence générale, mais elles sont en but à l'hostilité générale. C'est d'ailleurs ce qu'elle met en scène, c'est ce qu'elle met en scène dans son essai, parce que ce qui frappe le lecteur quand il démarre la lecture d'Une chambre à soi de Virginia Woolf, c'est qu'on se dit, en effet, il y a un thème, hein, les femmes et la fiction, et on se retrouve au fond dans une petite fiction avec des noms fictifs, un lieu fictif, une université fictive, et où elle, dans le premier chapitre, elle est en train de se promener sur une pelouse près d'une rivière, et où elle est en quelque sorte chassée par un vigile qui considère qu'elle n'a rien à faire dans ce lieu, qui est une université d'hommes. Et elle a un déjeuner qu'elle raconte, un déjeuner tout à fait somptueux, avant le soir de se retrouver dans l'université de femmes pour un souper plus frugal. Oui, alors c'est vrai qu'elle n'hésite pas du tout à mettre en scène son propos, et elle dit des choses très très intéressantes sur que quand il est question de choses aussi inflammables, que la question qui implique, comme elle dit, la différence des sexes, tout de suite brandir la vérité ou la fausseté à ce propos-là est difficile, et qu'il est souvent beaucoup plus judicieux de recourir à la fiction. Et donc, elle déploie, et elle fait œuvre, elle déploie son métier, enfin son véritable savoir-faire, et qu'on trouve souvent beaucoup plus de vérité dans la fiction que dans des propositions qui pourraient être assénées comme ça, et que l'intérêt, c'est de vous faire la généalogie des opinions qu'on peut avancer sur ce sujet-là. Mais elle va plus loin en disant que dans la fiction, il y a de la vérité. C'est ça qui est très intéressant, c'est que une ligne plus haut, elle dit qu'on ne peut peut-être pas prétendre à établir des vérités, mais quelques lignes plus bas, elle va dire que la fiction permet d'avancer des vérités beaucoup plus fermement qu'un discours abstrait ou militant, peut-être aussi, hein, même si, ou directement politique, je veux dire. Donc, en tout cas, elle passe par le biais de la fiction, et une fiction à tiroir, une fiction extrêmement complexe en vérité, parce que très rapidement, donc elle se met en scène, il y a un jeu qui est mis en scène, effectivement, dans un contexte bucolique extrêmement agréable et idyllique d'une matinée d'octobre. On est effectivement non loin d'une très grande et prestigieuse université britannique qu'elle va nommer du nom de Oxbridge. Aucun mal à reconnaître la contraction de Oxford et Cambridge, et elle popularise en fait ce mot valise, ce nom valise, mais c'est Thackeray qui l'a créé en réalité. Donc elle ne va pas être la première à critiquer le système des universités anglaises, mais là elle va vraiment le mettre en scène, et elle va le mettre en scène de manière d'autant plus frappante que c'est irrigué par tous les sens. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment rendue dans cette université, que ce soit Oxford et plus vraisemblablement Oxford que Cambridge, mais bon, les deux partagent énormément de choses en commun, comme des règles, des normes héritées d'un passé, d'un long passé, d'une longue histoire, comme le fait de ne pas pouvoir marcher sur une pelouse en un bel après-midi d'automne, quand on n'est ni fellow,
ni affiliée à l'université. Et donc, elle est constamment dans cet après-midi idyllique où elle est pourtant invitée à déjeuner. Elle n'est pas persona non grata, elle est invitée, mais elle est constamment rappelée à l'ordre et rappelée à sa situation de femme qui est d'être sous tutelle en réalité. Donc, après la pelouse, donc elle essaye de meubler un petit peu de temps avant le déjeuner. C'est ça qui va être vraiment mis en scène avec luxe de détails et une beauté de description et une profondeur vraiment de pensée. La romancière, véritablement. Hein. Véritablement la romancière et la profondeur de l'expérience réelle aussi. C'est-à-dire on est vraiment là avec elle et sur la pelouse et donc à la porte de la bibliothèque prestigieuse où elle voulait aller voir des manuscrits, voir l'œuvre, le grand œuvre au travail de ses prédécesseurs. Et là, à la porte, le gardien de la bibliothèque la rappelle à l'ordre et lui dit qu'elle ne peut pas pénétrer dans cette enceinte sans y être accompagnée. Et aucune femme n'est autorisée à pénétrer dans l'enceinte de la bibliothèque sans être accompagnée par un fellow. Donc, il faut vraiment chose des âmes constamment avec soi. Ou autorisation express de la direction de l'université, quand même. Il y avait quand même... elle est assez honnête avec ça, mais enfin, voilà. Et de là, on glisse. Donc, évidemment, on imagine ces descriptions... elle décrit cela accompagné, évidemment, d'une foule de réflexions. C'est-à-dire que ça ancre sa pensée et son opinion sur le sujet des femmes et de la création beaucoup plus en amont, en vérité, beaucoup plus profondément que le sujet, les femmes et la fiction, l'invitaient à faire. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un travail de généalogie et ce travail-là, ça va la conduire vraiment à poser fondamentale. Parce que donc, comme vous l'avez dit à l'instant, la fin de ce premier chapitre, de ce premier temps dans la réflexion des femmes sur les femmes et la possibilité de la création littéraire, notamment, ce premier temps se conclut à l'Université des femmes, où là, la somptuosité tourne court, où on est dans des choses beaucoup plus prosaïques, où en bref, il y a beaucoup moins de moyens pour les universités des femmes. Et donc, ça l'invite évidemment à poser la question de savoir pourquoi les femmes sont si pauvres. C'est-à-dire que c'est très concret. Donc, elle met en scène ce questionnement-là qui trouve réponse. Hein. Donc, c'est à la fois une question historique, mais aussi il faut pouvoir avoir un certain angle dans l'esprit pour pouvoir poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les mères des mères des mères n'accumulent pas du trésor pour pouvoir construire quelque chose. Et donc, on revient là à la fiction. C'est qu'elle met en scène donc un dialogue là-dessus avec une des pensionnaires et tout d'un coup le jeu demeure, le jeu de Virginia Woolf, de la narratrice, le jeu de la narratrice demeure, donc qui donne corps à son propos. Ce jeu se dédouble en un personnage, Mary Seton, et c'est annoncé dès le début, appelez-moi Mary Beaton, Mary Seton, ou comme vous le voudrez, Mary Hamilton. Donc il y a une espèce de cascade de Mary, et donc au début on est un petit peu perplexe, si on peut l'appeler comme on veut, pourquoi ça n'est que des Maries. Donc je me suis posé la question. Et en fait, ces maris en question font référence à l'histoire du royaume anglais, parce que ces maris sont écossaises. Ce sont des maris qui ont... Donc Mary Beaton, Mary Seton, ce sont des personnages historiques. Donc non seulement il y a de la fiction, mais il y a une fiction qui récupère une épaisseur historique,
Ce sont des dames de compagnie de la fameuse Marie d'Écosse, celle qui finit donc exécutée par une autre femme, mais la Vierge, Élisabeth. Et toutes ces femmes s'appellent donc Marie, et elles sont toutes promises elles rencontrent tout un destin funeste. Elles sont toutes menacées de mort. Et donc le ton léger qui vient soulever comme ça des wits d'esprit son texte, s'inscrit en fait dans une lucidité très, très tranchante de la gravité de la situation en réalité. Donc, alors, malgré ces références à l'histoire, une histoire au fond, qui tapisse le fond de cet essai fiction, ça n'est pas un essai savant, même si elle évoque le nom de quelques femmes écrivains anglaises, et si elle évoque également un personnage qui doit être aussi un personnage de fiction, qui est une femme qui édite son premier roman, et à laquelle, comme Rilke adresserait ses conseils à un jeune poète, elle adresse ses commentaires. Oui, donc voilà, on est vraiment dans une fiction multiforme. C'est un gynécée, en fait. C'est un gynécée, exactement. C'est un éventail, donc c'est comme un jeu de cartes. Et effectivement, à chaque chapitre, elle dit, on continue avec la fiction, mais on change de décor. Donc on passe de l'université à Londres et on est dans la British Library. Pour le deuxième chapitre, etc. Donc c'est vraiment un plaisir de lecture. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Ça n'est pas un essai savant, mais quand on tire un fil, tout d'un coup, il y a toute cette profondeur historique qui se déploie soudain, qui lance des perspectives et qui consolide en fait la solidité de la réflexion et qui donc est parce que la réflexion est très solide et très structurée autour de ces deux points que vous aviez indiqués au départ. Une écrivain femme, c'est quelqu'un qui a les moyens, 500 livres par an, donc qui peut faire que ça, qui peut se consacrer exclusivement à l'écriture, et c'est une personne aussi qui a sa chambre à soi, c'est-à-dire, et elle le montre d'ailleurs à travers quelques exemples, elle conquiert cet espace au sein de l'espace domestique. Elle conquiert cette pièce à elle. Alors, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. La littérature anglaise brille par des lettres féminines, je dirais, et vraiment, elle y fait référence de manière copieuse et extrêmement généreuse, et ça donne envie de relire toutes les sœurs Brontë. Oui. Vraiment, c'est remarquable de ce point de vue-là. Donc, c'est vrai que ce livre est tout. C'est-à-dire que c'est une fiction de fiction, un livre d'histoire, un livre de philosophie, un livre de critique littéraire, et d'une critique littéraire où elle dit qu'il y a tout à faire, et un livre donc qui parle, mais de critique littéraire radicale, dans le sens où, donc, comme vous y faisiez justement allusion, il y a soudainement une figure de romancière, Marie Carmichael, Michael, je crois qu'elle s'appelle, donc le personnage fictif est celui-là, une autre Marie, et qui est je dirais comme un double d'elle-même, c'est comme elle se regardant dans ses premiers pas j'extrapole, je ne sais pas, mais comme elle écrivant Les Vagues, oui. Ce premier roman, et elle lit, et elle lit, elle donne immédiatement ses premières impressions sur cette tentative peut-être un peu formelle de modernité par cette femme. Elle se livre à ses réflexions, et puis au lieu de suivre le fil de ses réflexions, elle retourne au livre. C'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est vraiment dans la fiction elle-même,
c'est ce besoin d'être toujours très concrète. Elle est très concrète et donc elle ne va pas échafauder une théorie littéraire sur la manière d'être romancière en 1929. Elle va retourner au livre et toujours étayer ses réflexions de ce qu'elle trouve vraiment dans la lecture de ces ouvrages, de cet ouvrage, qui on peut penser à un référent réel, parce que c'est tellement, comme je disais, c'est vraiment, et en cela elle est très britannique, elle est très ancrée dans l'expérience. Donc, et c'est ça qui est remarquable, c'est que ce qui n'empêche pas des grandes, comment dire, des grandes perspectives théoriques ou des grands, tout d'un coup tirées, mais ça revient toujours à un ancrage très concret, très incarné, à un point de vue toujours très incarné. Et alors, donc, pour conclure, Myriam, sur cela, et vous le disiez au début de cet entretien, ça n'est pas, une chambre à soi n'est pas un éloge de l'enfermement ou du confinement qui serait soi-disant plus adapté à la création, puisque notamment elle fait allusion à ce personnage de romancière qui a besoin d'aller sur le toit justement pour regarder l'horizon et pour sortir d'elle-même et sortir de la maison. Mais il y a cette idée que il y a deux conditions matérielles qui permettent justement cette libération, c'est d'avoir de l'argent et une pièce, mais pas pour s'y enfermer. Au contraire, pour s'évader, pour avoir les moyens justement d'échapper à sa situation. Absolument. Et je dirais très concrètement, une pièce, c'est 4 murs et une porte, on espère une fenêtre, et on a la clé. Et d'ailleurs, il y a un passage dans le texte où elle parle de cette possession de la clé pour pouvoir y être, y demeurer, comme dirait Pascal, mais pour pouvoir en sortir. Et donc la pièce, c'est vraiment très important pour pouvoir fermer la porte sur soi et y demeurer en repos pour pouvoir travailler. Mais c'est au moins autant important de pouvoir en sortir et pour aller voir effectivement comment le monde va. Et le conseil qu'elle donne à la fin, qui est très frappant, donc cette romancière qui a besoin d'aller voir le vaste horizon, c'est le personnage de Janer. Elle est confinée. Même au grand air, elle est confinée à sa situation de femme. Elle ne peut pas aller voir la grande ville. Donc, le conseil qu'elle donne d'abord, c'est de pouvoir aller voir, voyager. Et elle a une expression extraordinaire, c'est d'être au plus près de la réalité elle-même. C'est-à-dire, il faut non pas penser, avoir des opinions toutes faites sur les choses, mais penser les choses en elles-mêmes pour les penser, pour les appréhender, il faut aller les voir de près, c'est-à-dire voyager, rentrer en un maximum de rapports avec d'autres que soi-même, et donc ne pas du tout être confiné. Et ce qui est merveilleux, c'est que donc ne pas du tout être confiné dans une chambre. Donc, ce qui est merveilleux, c'est donc avoir une pièce à soi, c'est donc ne pas du tout être confiné dans une chambre. Et elle utilise même le mot de confinement à la fin. Elle dit, je parle de fiction, mais je parle de philosophie, d'histoire. Je ne veux pas vous confiner à la fiction. Elle utilise ce mot de confine, ce qui est assez remarquable. Voilà. Avoir une chambre à soi pour sortir de soi, en somme. Avoir une pièce à soi pour pouvoir sortir de soi et aller dans le monde. Et l'espace privé et domestique, c'est-à-dire conquérir l'espace public.
Merci beaucoup, Myriam Korishi. Je renvoie à votre essai donc dans AOC qui est paru fin avril 2020. Il est très facilement récupérable sur la revue en ligne AOC. Merci beaucoup. Merci à vous.